Si je vous dis Grand Prix du Brésil 2012, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Un dénouement d'anthologie entre Sebastian Vettel et Fernando Alonso avec un crève-cœur côté espagnol et une bonne dose de soulagement côté allemand? Des stratégies chaotiques basées sur une météo changeante ou encore l'éclosion du jeune Nico Hülkenberg? Peut-être certaines de ces images vous reviennent-elles. Sauf que le Grand Prix du Brésil 2012, c'est également le dernier Grand Prix en F1 d'un certain Michael Schumacher, qui raccrochait définitivement son casque après une première carrière légendaire et une seconde quelque peu manquée. Dans l'inconscient collectif, on se souvient d'un tour d'honneur émouvant, d'une passation de pouvoir marquante et malheureusement d'une sortie sportive par la petite porte, voire par la chatière. Pourtant, lorsque l'on observe avec minutie cette dernière course de la saison 2012, on s'aperçoit que la der des der du Baron Rouge s'est soldée par un barreau d'honneur remarquable. Et c'est justement le sens de ce nouveau format que je vous propose. Dans F1 aux oubliettes, on va revenir sur des performances sportives qui, à mon sens, ont été sous-estimées ou sont passées, pour une raison X ou Y, totalement inaperçues du public. Donc avant de décortiquer la dernière course de Schumi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si le propos vous parle, et surtout à me donner votre avis en commentaire, ça peut créer une discussion sympa et puis ça m'aide énormément. Alors pourquoi le point final de la carrière du Kaiser est à mon avis à la hauteur de la légende? Eh bien réponse tout de suite. Pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de l'époque, un petit état des lieux de la situation de Mercedes est d'abord nécessaire. Si la W03 paraissait bien née à première vue, étant redoutable en qualification lors de la première partie de saison et ayant même permis à Nico Rosberg de remporter sa première victoire en Grand Prix en Chine, l'ultime monoplace de Schumacher souffrait pourtant d'une faiblesse originelle en conditions de course. Elle détruisait systématiquement le train arrière de ses pneus Pirelli à une vitesse hallucinante, si bien que là où les Red Bull, les Ferrari, McLaren et autres Lotus n'effectuaient qu'un seul arrêt, les Mercedes devaient en effectuer deux. Pire, selon les aveux de l'ancien vice-président de Mercedes Motorsport Norbert Haug, l'équipe s'était totalement perdue dans le développement de sa monoplace à partir de la mi-saison. Si bien qu'avant le Grand Prix du Brésil, la marque à l'étoile n'avait pas marqué un seul point depuis 5 Grands Prix. Si par curiosité vous regardez le classement des meilleurs tours en course du Grand Prix du Brésil, vous vous apercevrez même que les boucles les plus véloces de Schumacher et Rosberg sur le sec sont loin du compte, puisqu'ils pointent au 16e et 17e rang, à 2 secondes du meilleur tour réalisé par Lewis Hamilton et sa McLaren, et surtout plus lent que les Caterham d'Heikki Kovalainen et la Marussia de Timo Glock, qui étaient à l'époque et de loin les lanternes rouges du plateau. Donc sans surprise, ce week-end chargé d'émotions pour le pilote allemand ne débute pas sous les meilleurs auspices. Ses qualifications sont à l'image des performances indigentes d'une W03 vieillissante et de celles fatiguées du Kaiser, qui bute en Q2 en concédant une fois de plus une demi-seconde à son coéquipier Rosberg. Schumacher réalise ainsi le 14e chrono et grâce au jeu des pénalités, s'apprête à partir 13e le dimanche. Le lendemain, après un tour de mise en grille à la fois nostalgique et discret et un message d'adieu poignant adressé à son équipe et à l'ensemble de ses fans, le Baron Rouge se positionne une 307e et dernière fois sur sa position de grille. Une fois les feux éteints, l'envol n'est pas fantastique, et même s'il profite du grabuge impliquant Sebastian Vettel, Bruno Senna et Sergio Pérez, il ne peut mieux faire qu'orbiter aux portes des points, à la 11e place, sagement placé dans les échappements de son équipier Rosberg. Mais au 5e tour, un coup de théâtre dont Schumi se serait bien passé vient frapper la frêle équipe Mercedes. Une crevaison provoquée par les débris issus des accrochages du premier tour, et qui met de fait le Kaiser quasiment hors course. Il doit ainsi effectuer un demi-tour sur 3 roues et rentrer à l'agonie à son stand. Une fois reparti 20e et bon dernier, de nouveaux aléas viennent complexifier la donne. La météo qui, très menaçante, oscille entre des gouttes clairsemées et des phases d'averse un peu plus fortes, mais qui ne justifie pas de se tourner vers des pneus intermédiaires au détriment des pneus secs de manière évidente. Dans ce contexte, et n'ayant pas grand chose à perdre, il tente, à l'instar de Lewis Hamilton, Fernando Alonso ou Sebastian Vettel, de passer aux intermédiaires au 9e tour, ce qui leur envoie en piste toujours bon dernier, mais cette fois-ci à un tour du leader Jenson Button et de son poursuivant Nico Hülkenberg. Malheureusement pour lui, la pluie se calme et la piste reste sèche, laissant Schumacher à des années-lumière du peloton et sans défense avec des pneumatiques inadéquats. Un beau début de catastrophe, me direz-vous. C'est ça. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Mais le 23e tour va lui donner un coup de pouce du destin. Après avoir également crevé 2 tours plus tôt, Nico Rosberg laisse derrière lui une traînée de débris qui motiveront la sortie de la voiture de sécurité. Une aubaine pour le septuple champion du monde qui, après avoir dépassé les Marussia, les Caterham et les HRT, puis chaussé à nouveau des pneus pour le sec, remonte 15e et profite de la safety car pour revenir dans le même tour que celui des leaders, 30e tour.
Au restart, Schumi profite pleinement de la seconde chance qui lui a été donnée, en dépassant Vitaly Petrov, Timo Glock et même la Red Bull de Mark Webber. 2 boucles plus tard, alors en pleine bataille avec la Red Bull numéro 2, la Force India de Paul Di Resta et la Lotus de Kimi Räikkönen, il profite d'une erreur de ce dernier pour remonter dans le top 10. Malheureusement, la piste se réchauffant et les conditions météo se stabilisant, les lacunes endémiques de la Mercedes en conditions de course se font à nouveau sentir, si bien que Schumi perd à nouveau du terrain. Il ne peut donc résister au retour de Mark Webber qui le dépose avec sa Red Bull et tente vaillamment de contenir la Lotus de Kimi Räikkönen. Ce qu'il parvient à faire durant 5 tours avant de céder la mort dans l'âme mais non sans classe, au terme d'une passe d'armes démontrant une fois de plus la maestria millimétrée de 2 grands équilibristes qui se respectent. Une image symbolique et inversée par rapport à celle de 2006 où ces deux-là s'étaient déjà offert des coups de roue splendides dans le même virage à la faveur de l'Allemand cette fois-ci. Mais 6 ans plus tard, retombé 12e et dans l'oubli, son rythme stagne, tandis que celui de son équipier Rosberg, alors 15e, ne lui permet même pas de remonter à la régulière sur la modeste Caterham de Vitaly Petrov. Mais à partir de la 45e boucle, celui que l'on surnommait le maître de la pluie finit par trouver la solution auprès de son allié indéfectible venu du ciel. Une averse, d'abord timide, se renforce rapidement, précarisant l'adhérence en piste pour l'ensemble d'un plateau équipé en pneus secs. Schumi va alors compenser la dégradation excessive des Pirelli sur sa Mercedes par un instinct infaillible sous la pluie, en remontant sur ses adversaires directs, à savoir Paul Di Resta, Kimi Räikkönen et la Toro Rosso de Daniel Ricciardo. Il profite alors d'une glissade mémorable de Iceman ainsi que d'un arrêt prématuré de Danny Ric et de Sebastian Vettel pour remonter à la 9e place. En même temps que le groove lui revient, il met à contribution son intelligence de course pour chausser des pneus intermédiaires au moment parfait, ce qu'il fait au 55e tour, lui permettant de ressortir devant Ricciardo et le japonais Kamui Kobayashi qui avait pourtant passé toute la course devant lui. Puis, en piste, il avale l'autre Toro Rosso de Jean-Éric Vergne et la Force India de Paul Di Resta et profite de l'abandon de Lewis Hamilton pour pointer à une stupéfiante 6e place à 13 tours du but. Mais une fois encore, alors que les conditions se stabilisent, cette fois en faveur d'une piste détrempée, les déficiences de la W03 pointent à nouveau le bout de leur nez et Sebastian Vettel derrière lui remonte à toute vitesse. À 7 tours de la fin, Schumi fait alors preuve de sportivité envers son poulain en s'écartant au virage Ferradura et le laissant filer vers son 3e titre de champion du monde. Par fierté, il contient les ultimes assauts maladroits de la Sauber de Kamui Kobayashi pour rallier l'arrivée sous safety car à une inespérée 7e place, son numéro fétiche. Quelques minutes plus tard, l'une des images fortes restera sans doute le passage de témoin hautement symbolique entre le maître et son élève, moment que Schumacher a spontanément mis en avant lors de son interview d'après-course. Et s'agissant de sa performance du jour, voici ce qu'il expliquait. Après avoir eu cette crevaison dès le départ, je me suis dit « non, pas encore ». Ça m'a rappelé 2006 où il m'était arrivé exactement la même chose. Mais abandonner n'est pas dans ma nature. J'ai donc fini par trouver des solutions qui ont simplement fonctionné. Certes, le parallèle est tentant avec le Grand Prix du Brésil 2006, qui de mon point de vue reste le chef-d'œuvre absolu de la carrière du Baron Rouge. Les bandes magnétiques presque trouées de la cassette VHS sur laquelle j'avais enregistré le Grand Prix à l'époque s'en souviennent encore. À ceci près que le niveau de compétitivité de la Ferrari 248 de 2006 n'avait rien à voir avec la véritable remorque qu'était devenue la Mercedes W03 en cet après-midi épique de novembre 2012. Mais le talent, l'expérience, l'intelligence de course et la détermination du pilote ont transcendé toute fatalité une dernière fois. Le Grand Prix du Brésil 2012 a été marquant à bien des titres, puisque moult pilotes y ont délivré des performances de choix. Entre la révélation Nico Hülkenberg, la dernière victoire en Grand Prix de Jenson Button, le rescapé Sebastian Vettel ou encore le jusqu'au boutisme de Fernando Alonso, il y avait de quoi s'interroger sur cette chronique. J'avais même hésité à dédier cette vidéo au local de l'étape Felipe Massa qui pour moi a délivré ce jour-là l'une des plus belles courses de sa carrière, après avoir alterné course d'attaque pour son public et course de défense pour son coéquipier espagnol. Mais étant tombé dans la marmite de la F1 à cause de Schumi et de son bolide rouge, il me paraissait naturel de lui dédier cette première. Car après tout, comme son ultime casque en F1 l'indiquait, la vie est faite de passion. Merci d'avoir écouté ce podcast. Avant de vous laisser partir, je vous recommande chaudement de visionner ou revisionner ce fameux Grand Prix du Brésil 2012, car franchement, il vaut le détour à bien des égards. Ensuite, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, commenter ce contenu et à vous abonner à ma chaîne. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Allez, ciao!